Note sur la suppression générale des partis politiques par Simone Veil, écrit de Londres, page 126 et suivante, 1940. Le mot parti est pris ici dans la signification qu'il a sur le continent européen. Le même mot dans les pays anglo-saxons désigne une réalité tout autre. Elle a sa racine dans la tradition anglaise et n'est pas transplantable. Un siècle et demi d'expérience le montre assez. Il y a dans les partis anglo-saxons un élément de jeu, de sport, qui ne peut exister que dans une institution d'origine aristocratique. Tout est sérieux dans une institution qui, au départ, est plébéienne. L'idée de parti n'entrait pas dans la conception politique française de 1789, sinon comme mal à éviter. Mais il y eut le Club des Jacobins. C'était d'abord seulement un lieu de libre discussion. Ce ne fut aucune espèce de mécanisme fatal qui le transforma. C'est uniquement la pression de la guerre et de la guillotine qui en fit un parti totalitaire. Les luttes des factions sous la Terreur furent gouvernées par la pensée si bien formulée par Chomsky, à savoir un parti au pouvoir et tous les autres en prison. Ainsi, sur le continent d'Europe, le totalitarisme est le péché originel des partis. C'est d'une part l'héritage de la Terreur, d'autre part l'influence de l'exemple anglais qui installa les partis dans la vie publique européenne. Le fait qu'ils existent n'est nullement un motif de les conserver. Seul le bien est un motif légitime de conservation. Le mal des partis politiques saute aux yeux. Le problème à examiner, c'est s'il y a en eux un bien qui l'emporte sur le mal et rende ainsi leur existence désirable. Mais il est beaucoup plus à propos de demander, à savoir, y a-t-il en eux-mêmes une parcelle infinitésimale de bien? Ne sont-ils pas du mal à l'état pur ou presque? S'ils sont du mal, il est certain qu'en fait et dans la politique pratique, ils ne peuvent produire que du mal. C'est un article de foi. Un bon arbre ne peut jamais porter de mauvais fruits, ni un arbre pourri de beaux fruits. Mais il faut d'abord reconnaître quel est le critère du bien. Ce ne peut être que la vérité, la justice et en second lieu l'utilité publique. La démocratie, le pouvoir du plus grand nombre, ne sont pas des biens. Ce sont des moyens en vue du bien, estimés efficaces à tort ou à raison. Si la République de Weimar, au lieu de Hitler, avait décidé par les voies les plus rigoureusement parlementaires et légales de mettre les Juifs dans des camps de concentration et de les torturer avec raffinement jusqu'à la mort, les tortures n'auraient pas eu un atome de légitimité de plus qu'elles n'ont maintenant. Or pareille chose n'est nullement inconcevable. Seul ce qui est juste est légitime. Le crime et le mensonge ne le sont en aucun cas. Notre idéal républicain procède entièrement de la notion de volonté générale due à Jean-Jacques Rousseau. Mais le sens de la notion a été perdu presque tout de suite parce qu'elle est complexe et demande un degré d'attention élevé. Quelques chapitres mis à part, peu de livres sont beaux, forts, lucides et clairs comme le contrat social. On dit que peu de livres ont eu autant d'influence. Mais en fait, tout s'est passé et se passe encore comme s'il n'avait jamais été lu. Rousseau partait de deux évidences. L'une, à savoir la première donc, que la raison discerne et choisit la justice et l'utilité innocente, et que tout crime a pour mobile la passion. La deuxième évidence, c'est que la raison est identique chez tous les hommes, au lieu que les passions, le plus souvent, diffèrent. Par suite, si sur un problème général chacun réfléchit tout seul et exprime une opinion, et si ensuite les opinions sont comparées entre elles, probablement elles coïncideront par la partie juste et raisonnable de chacune, et différeront par les injustices et les erreurs. C'est uniquement en vertu d'un raisonnement de ce genre qu'on admet que le consensus universel indique la vérité.
La vérité est une. La justice est une. Les erreurs, les injustices sont indéfiniment variables. Ainsi, les hommes convergent dans le juste et le vrai, au lieu que le mensonge et le crime les font indéfiniment diverger. L'union étant une force matérielle, on peut espérer trouver là une ressource pour rendre ici-bas la vérité et la justice matériellement plus fortes que le crime et l'erreur. Il y faut un mécanisme convenable. Si la démocratie constitue un tel mécanisme, elle est bonne, autrement non. Un vouloir injuste commun à toute la nation n'était aucunement supérieur aux yeux de Rousseau, et il était dans le vrai au vouloir injuste d'un homme. Rousseau pensait seulement que le plus souvent un vouloir commun à tout un peuple est en fait conforme à la justice par la neutralisation mutuelle et la compensation des passions particulières. C'était là pour lui l'unique motif de préférer le vouloir du peuple à un vouloir particulier. C'est ainsi qu'une certaine masse d'eau, quoique composée de particules qui se meuvent et se heurtent sans cesse, est dans un certain équilibre et dans un certain repos parfait. Voilà. Cette masse d'eau renvoie aux objets leur image avec une vérité irréprochable. Elle indique parfaitement le plan horizontal. Elle dit sans erreur la densité des objets qu'on y plonge. Si des individus passionnés, enclins par la passion au crime et au mensonge, se composent de la même manière en un peuple véridique et juste, alors il est bon que le peuple soit souverain. Une constitution démocratique est bonne si d'abord elle accomplit dans le peuple cet état d'équilibre, et si ensuite seulement elle fait en sorte que les vouloirs du peuple soient exécutés. Le véritable esprit de 1789 consiste à penser, non pas qu'une chose est juste parce que le peuple la veut, mais qu'à certaines conditions, le pouvoir du peuple a plus de chances qu'aucun autre vouloir d'être conforme à la justice. Il y a plusieurs conditions indispensables pour pouvoir appliquer ici cette notion de volonté générale. Deux de ces conditions doivent particulièrement retenir l'attention. La première condition indispensable, c'est qu'au moment où le peuple prend conscience d'un de ses vouloirs et l'exprime, il n'y ait aucune espèce de passion collective. C'est-à-dire qu'en fait, il faut agir avec raison, calme et justesse. Il est tout à fait évident que le raisonnement de Rousseau est caduc dès qu'il y a passion collective. Rousseau le savait bien. La passion collective est une impulsion de crime et de mensonge infiniment plus puissante qu'aucune passion individuelle. Les impulsions mauvaises, en ce cas, loin de se neutraliser, se portent mutuellement à la millième puissance. La pression est presque irrésistible, sinon pour les saints authentiques. On pourrait presque parler, en fait, pour la passion, d'un populisme démocratique. Vous voyez d'où ça vient. Une eau mise en mouvement par un courant violent, impétueux, ne reflète plus les objets, n'a plus une surface horizontale et n'indique plus les densités. Et il importe très peu qu'elle soit mue par un seul courant ou par 5 ou 6 courants qui se heurtent et font des remous. Elle est également troublée dans les deux cas. Voilà, donc on peut avoir une eau cristalline, claire, limpide et stable. Ça, c'est quand les choses fonctionnent bien. Quand ça fonctionne moins bien, ça bouillonne dans tous les sens. Voilà, et donc le peuple, ça peut être soit l'un, soit l'autre, et bien souvent, c'est entre les deux. Alors, si une seule passion collective saisit tout un pays, le pays entier est unanime dans le crime. Si 2 ou 4 ou 5 ou 10 passions collectives le partagent, il est divisé en plusieurs bandes de criminels. C'est un petit peu ce qui se passe avec la présidentielle française 2017 et ce qui va venir avec les législatives. Les passions divergentes ne se neutralisent pas, comme c'est le cas pour une poussière de passions individuelles fondue dans une masse. Le nombre est bien trop petit, la force de chacune est bien trop grande pour qu'il puisse y avoir neutralisation. La lutte les exaspère,
Elle se heurte avec un bruit vraiment infernal et qui rend impossible d'entendre même une seconde la voix de la justice et de la vérité, toujours presque imperceptible. Vous voyez qu'ici, donc, Simone Weil oppose la passion collective avec des passions, on va dire, des, une passion collective criminelle, voilà. Elle oppose la passion collective criminelle avec les passions criminelles, mais qui n'est pas collective. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays avec plusieurs bandes divergentes qui ont tous une pensée criminelle, voilà. Alors ensuite, elle poursuit. Quand il y a passion collective dans un pays, c'est-à-dire qu'il y a unité, on va dire, démocratique et populaire, mais dans le mauvais sens, donc quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que de la volonté générale, ou plutôt que ce qui en constitue la caricature. On peut penser au régime totalitaire où la grande majorité des gens font du suivisme derrière un leader avec un culte de la personnalité. Là, vous avez par exemple une passion collective. Et pour en revenir par exemple à l'exemple français, vous n'avez pas de passion collective actuellement en France, mais vous avez des passions, vous avez tout un tas de passions qui représentent des groupes et qui nous emmènent en fait dans le mauvais sens. Or, ce qu'il faudrait précisément, c'est un régime avec pas une passion collective, mais une unité collective populaire et qui ne soit pas orientée vers le mal. Voilà ce qui serait bien. Voilà ce qui serait bien. Ce qui n'est pas le cas en France. Et en fait, on combat la passion parce que la passion, c'est en fait le dérèglement de la raison. Voilà. Donc, ce que voudrait Simone Weil, c'est un courant populaire et raisonnable, qui aille dans le sens d'un dénominateur commun le plus grand possible. Voilà. Alors, je répète, quand il y a passion collective dans un pays, il y a probabilité pour que n'importe quelle volonté particulière soit plus proche de la justice et de la raison que la volonté générale, ou plutôt que ce qui en constitue la caricature. La seconde condition est que le peuple ait à exprimer son vouloir à l'égard des problèmes de la vie publique et non pas à faire seulement un choix de personne, encore moins un choix de collectivité irresponsable, car la volonté générale est sans aucune relation avec un tel choix. Voilà, donc tout simplement ce qu'il faut aussi, il faut éviter les passions collectives, mais il faut également éviter qu'on soit tous d'accord uniquement sur de la cosmétique. C'est-à-dire que, vous voyez, on parle de dénominateur commun, mais quand on parle de dénominateur commun, c'est très important le dénominateur commun. Mais si le dénominateur commun, c'est le mal collectif, ou alors c'est simplement sur de la cosmétique idiote, sur des points, on va dire, de détails sans importance, alors cette unité collective vraiment n'est pas bonne non plus. Voilà, donc il faut un dénominateur commun qui soit vraiment important, qui représente vraiment le peuple, et que ce soit fait de façon raisonnable. Voilà. S'il y a eu en 1789 une certaine expression de la volonté générale, bien qu'on eût adopté le système représentatif faute de savoir en imaginer un autre, c'est qu'il y avait eu bien autre chose que des élections. Tout ce qu'il y avait de vivant à travers tout le pays, et le pays débordait alors de vie, avait cherché à exprimer une pensée par l'organe des cahiers de revendication, qu'on appelle les cahiers de doléances. Les représentants s'étaient en grande partie fait connaître au cours de cette coopération dans la pensée. Ils en gardaient la chaleur, ils sentaient le pays attentif à leurs paroles, jaloux de surveiller si elles traduisaient exactement ses aspirations. Pendant quelque temps, c'est-à-dire peu de temps, ils furent vraiment de simples organes d'expression pour la pensée publique. Enfin, c'est ce qu'on dit, puisqu'en réalité, on sait que derrière les cahiers de doléances, il y avait ce qu'on appelle des cahiers modèles. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui avaient rédigé en fait, des doléances à recopier de A à Z. Donc il n'y a pas réellement de discussion raisonnable non plus. Je pense que Simone Veil, ça l'ignore. Pareille chose ne se produisit jamais plus. Le seul énoncé de ces deux conditions montre que nous n'avons jamais rien connu qui ressemble même de loin à une démocratie.
Dans ce que nous nommons de ce nom, jamais le peuple n'a l'occasion ni le moyen d'exprimer un avis sur aucun problème de la vie publique, et tout ce qui échappe aux intérêts particuliers est livré aux passions collectives, lesquelles sont systématiquement officiellement encouragées. Hein, c'est le diviser pour mieux régner, mais au lieu d'être véritablement une passion collective, en fait, c'est pas une passion collective unique, c'est des passions collectives, parce qu'en fait, nous ne partageons pas les mêmes passions collectives. Voilà. L'usage même des mots de démocratie et de république oblige à examiner avec une attention extrême les deux problèmes que voici. Voici les deux problèmes. Alors, premier problème. Comment donner en fait aux hommes qui composent le peuple de France la possibilité d'exprimer parfois un jugement sur les grands problèmes de la vie publique? Deuxième problème. Comment empêcher, au moment où le peuple est interrogé, qu'il circule à travers lui aucune espèce de passion collective, soit passion collective au singulier, ou alors les gens sont tous d'accord dans le mauvais sens, ou alors passion collective même au pluriel. Hein. Comment faire que le peuple ne soit pas agité? Comment éviter le populisme et la dispersion, en gros? Si on ne pense pas à ces deux points, à savoir qui va représenter le peuple, et à savoir comment contrôler l'information pour éviter que les gens partent dans tous les sens, il est inutile de parler de légitimité républicaine se comprenant comme res publica, la chose publique, le bien commun si vous voulez. Des solutions ne sont pas faciles à concevoir, mais il est évident, après examen attentif, que toute solution impliquerait d'abord la suppression des partis politiques qui divisent les peuples et qui agite effectivement la passion collective ou les passions collectives, à savoir que si ça agitait simplement une passion collective, probablement on serait dans le cadre d'un parti unique. Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer trois. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. C'est pour ça que pour Simone Veil, ça n'est pas bon un parti politique. Le parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. Et enfin, la première fin est en dernière analyse l'unique fin de tout parti politique et sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces trois caractères sont des vérités de fait évidentes à quiconque s'est approché de la vie des partis. Le troisième caractère est un cas particulier d'un phénomène qui se produit partout où le collectif domine les êtres pensants. C'est le retournement de la relation entre fin et moyen. Partout sans exception, toutes les choses généralement considérées comme des fins sont par nature, par définition, par essence et de la manière la plus évidente uniquement des moyens. On pourrait en citer autant d'exemples qu'on voudrait dans tous les domaines: argent, pouvoir, État, grandeur nationale, production économique, diplôme universitaire et beaucoup d'autres. Effectivement, quand vous prenez l'argent, le pouvoir, les diplômes, la production, la croissance, et ben vous vous rendez compte qu'en fait on en fait une fin, alors qu'en fait ce sont simplement des moyens en vue d'un bonheur. Et donc nous avons confondu la fin et les moyens. C'est pour ça que les gens aspirent en permanence à faire la révolution, puisqu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, parce qu'en fait on a prétendu remplacer la fin par les moyens. Le bien seul est une fin. Tout ce qui appartient au domaine des faits est de l'ordre des moyens. Mais la pensée collective est incapable de s'élever au-dessus du domaine des faits. C'est une pensée animale, elle n'a la notion du bien que juste assez pour commettre l'erreur de prendre tel ou tel moyen pour un bien absolu. Il en est ainsi des partis.
Un parti est en principe un instrument pour servir une certaine conception du bien public, donc de la chose commune, donc de la res publica. Cela est vrai même de ceux qui sont liés aux intérêts d'une catégorie sociale, car il est toujours une certaine conception du bien public en vertu de laquelle il y aurait coïncidence entre le bien public et ses intérêts. Mais cette conception est extrêmement vague. Cela est vrai sans exception et presque sans différence de degré. Les partis les plus inconsistants et les plus strictement organisés sont égaux par le vague de la doctrine, le fameux plus petit dénominateur commun. Vous voyez bien si vous prenez par exemple le Front National, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. En fait, ce sont tous des partis et que leur plus petit dénominateur commun, c'est qu'ils ont besoin de financement, c'est qu'ils ont besoin d'élus, ils ont besoin d'une représentation, ils ont besoin de temps d'audience, de temps d'antenne. Voilà, et qui prétendent s'adresser à une catégorie de la population et en même temps à essayer d'élargir vers d'autres catégories de la population, hein, pour essayer de représenter plus ou moins tout le monde, même si c'est jamais le cas. Voilà, ça c'est le plus petit dénominateur commun qu'on retrouve dans tous les partis politiques, avec en fait toujours un chef, et quand il n'y a pas de chef, il y a un collectif, hein, soi-disant, mais vous regardez toujours que quand il y a un collectif, il y a toujours un chef dans le collectif en fait. Aucun homme, si profondément qu'il ait étudié la politique, ne serait capable d'un exposé précis et clair relativement à la doctrine d'aucun parti, y compris, le cas échéant, le sien propre. Hein, parce que en anglais, on appelle ça platform. Vous savez, platform, c'est un programme. Ben, les partis, en fait, sont souvent des partis programmes, mais quand vous regardez bien, on fait des lead procus, c'est-à-dire on essaie de faire rentrer le réel et la réalité dans une coque théorique, et bien souvent, c'est impossible. Les gens ne s'avouent guère cela eux-mêmes. S'ils se l'avouaient, ils seraient naïvement tentés d'y voir une marque d'incapacité personnelle, faute d'avoir reconnu que l'expression, à savoir doctrine d'un parti politique, ne peut jamais par la nature des choses avoir aucune signification. Oui, parce qu'en fait, on n'adopte pas la pensée au réel, on essaie d'adopter le réel à la pensée. Vous voyez, dans un parti politique, les gens sont doctrinales, et on va même dire en fait assez sectaires. Dans un parti, les gens en fait font de l'idéologie plus que du pragmatisme, et voilà. Et puis c'est une centralisation des idées. Donc on centralise vers le général et non plus vers le particulier. Un homme passa-t-il sa vie à écrire et à examiner des problèmes d'idées, n'a que très rarement une doctrine. Une collectivité n'en a jamais. Ce n'est pas une marchandise collective. Voilà. On peut parler, il est vrai, de doctrine chrétienne, de doctrine hindoue, de doctrine pythagoricienne et ainsi de suite. Ce qui est alors désigné par ce mot n'est ni un individuel ni un collectif. C'est une chose située infiniment au-dessus de l'un ou l'autre domaine. C'est purement et simplement la vérité ou une vérité. La fin d'un parti politique est chose vague et irréelle. Quel est le but en fait d'un parti politique? Le but d'un parti politique est quelque chose de vague et d'irréel. Si elle était réelle, elle exigerait un très grand effort d'attention, car une conception du bien public n'est pas chose facile à penser. L'existence du parti est palpable, évidente et n'exige aucun effort pour être reconnue. Il est ainsi inévitable qu'en fait le parti soit à lui-même sa propre fin, à défaut tout simplement de pouvoir appréhender le réel dans sa doctrine. Il y a dès lors idolâtrie, car Dieu seul est légitimement une fin pour soi-même. La transition est facile. On pose en axiome, c'est-à-dire en vérité, que la condition nécessaire et suffisante pour que le parti serve efficacement à la conception du bien public, en vue duquel il existe, et qu'il possède une large quantité de pouvoir. Donc en théorie, le parti, pour servir la chose publique et le bien public, doit posséder la plus large quantité de pouvoir, c'est-à-dire représenter un maximum de personnes, avec, on va dire, le plus grand dénominateur commun possible. Or, le parti politique ne permet pas une adhésion avec le plus grand dénominateur commun, c'est toujours le plus petit dénominateur commun, et c'est toujours fractionné.
Donc il est impossible de concilier, si vous voulez, la qualité à la quantité. Et c'est tout le problème des partis politiques. Mais aucune quantité finie de pouvoir ne peut jamais être en fait regardée comme suffisante, surtout une fois obtenue. Le parti se trouve en fait par l'effet de l'absence de pensée dans un état continuel d'impuissance qu'il attribue toujours à l'insuffisance du pouvoir dont il dispose. Serait-il maître absolu du pays, les nécessités internationales imposent des limites étroites. Voilà, c'est la différence entre la théorie et la pratique, c'est la différence entre le national et l'international, c'est la différence entre le nombre et la vérité et le nombre pouvant parfois s'accorder et tomber juste, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, la tendance essentielle des partis est totalitaire, non seulement relativement à une nation, mais relativement au globe terrestre. C'est précisément parce que la conception du bien public propre à tel ou tel parti est une fiction, une chose vide, une théorie, une idéologie, sans réalité, qu'elle impose la recherche de la puissance totale. Toute réalité implique par elle-même une limite, voilà. Mais par contre, quand vous êtes dans la théorie, il n'y a plus de limite. On est dans la déconstruction du modèle. C'est ce que font bien souvent la gauche. Ils voient des chimères partout et comme le réel ne plaît pas, il faut le réinventer, le réinventer, le réinventer, parce que la réalité est vécue comme du fascisme. C'est également vrai aujourd'hui dans ce qu'on appelle la droite, parce que la droite copie ce que fait la gauche, parce que la droite, c'est simplement la gauche, c'est la gauche d'autrefois, voilà. Et la gauche de demain sera la gauche de et la gauche d'aujourd'hui sera la droite de demain. C'est ce fameux décalage, si vous voulez, ce qu'on appelle l'effet de cliquet. On va toujours plus à gauche, on va toujours plus dans le processus révolutionnaire, on va toujours plus dans l'idéologie, parce qu'en fait, l'homme n'a pas la capacité à satisfaire ses besoins, notamment spirituels, matériels et tout ce que vous voulez, avec le parti et tout simplement ce gouvernement de l'humanité par l'humanité. Parce qu'en fait, l'humanité ne peut pas prétendre à gouverner l'humanité, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors je reprends la lecture. Ainsi, la tendance essentielle des partis est totalitaire, non seulement relativement à une nation, mais relativement au globe terrestre. C'est précisément parce que la conception du bien public propre à tel ou tel parti est une fiction, une chose vide sans réalité, qu'elle impose la recherche de la puissance totale. Toute réalité implique par elle-même une limite, ce qui n'existe pas du tout n'est jamais limitable. C'est pour ça que vous voyez, vous avez une opposition actuelle entre la gauche, entre guillemets, qui est plutôt universaliste, qui explique que la France, les Français, et la vision de la France, c'est l'universalisme, où tout le monde peut être français, hein, pour peu que vous professiez des idées républicaines, la laïcité, l'antiracisme et toutes ces choses-là, alors là, oui, vous êtes français. Et vous en avez d'autres qui vous disent, non, mais être français, c'est pas ça. Être français, c'est un respect des frontières, on pose des limites. Et ça, c'est vu comme du fascisme. Parce que poser des limites, c'est déjà vu comme du fascisme. Voilà. On restreint les choses au réel. Et les autres vous expliquent, non, le réel est beaucoup plus large, vous avez une vision beaucoup trop étriquée et réactionnaire du monde et du pays. Bon, vous avez la différence entre patriote, nationaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il une différence? Les termes sont-ils opposés? Qu'est-ce que c'est que la France? Quelles sont ses racines? De quelle France parle-t-on? De la France qui a renié son baptême ou de la France catholique qui respecte son baptême, hein, parce que ça c'est spirituel, mais c'est pour ça ça suppose de reconnaître que l'homme n'est pas capable de se gouverner par lui-même. Et ça c'est intolérable pour les gens qui prêchent la démocratie et les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme peuvent exister d'une certaine façon, tout comme la démocratie peut exister d'une certaine façon, à partir du moment où la démocratie et les droits de l'homme reconnaîtront qu'en fait ils sont subordonnés à quelque chose de supérieur qui les dépasse très largement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a affinité, alliance entre le totalitarisme et le mensonge démocratique. Beaucoup de gens, il est vrai, ne songent jamais à une puissance totale. Cette pensée leur ferait peur. Elle est vertigineuse et il faut une espèce de grandeur pour la soutenir. Ces gens-là, quand ils s'intéressent à un parti, se contentent d'en désirer la croissance, mais comme une chose qui ne comporte aucune limite,
S'il y a 3 membres de plus cette année que l'an dernier, ou si la collecte a rapporté 100 francs de plus, ils sont contents. Mais ils désirent que cela continue indéfiniment dans la même direction. Jamais ils ne concevraient que leur parti puisse avoir en aucun cas trop de membres, trop d'électeurs, trop d'argent. Hein, la règle du toujours plus, l'éternelle insatisfaction. Le tempérament révolutionnaire mène à concevoir la totalité. Le tempérament petit bourgeois mène à s'installer dans l'image d'un progrès lent, continu et sans limite. Mais dans les deux cas, la croissance matérielle du parti devient l'unique critère par rapport auquel se définissent en toute chose le bien et le mal, exactement comme si le parti était un animal à l'engrais et que l'univers eût été créé pour le faire engraisser. C'est-à-dire qu'encore une fois, on confond la fin et les moyens. Le parti qui devrait permettre d'atteindre le bien, et ben c'est le parti qui devient le bien lui-même, parce que le parti est censé récapituler d'une façon, avec, si vous voulez, un dénominateur commun, euh, la volonté générale ou à tout le moins la volonté des plus forts. Or, on ne peut pas servir Dieu et Mammon étant le démon de l'avarice. Si on a un critère du bien autre que le bien, on perd la notion du bien. Voilà. Le parti, ça n'est pas le bien. Le parti, c'est un moyen en vue du bien, mais si on vit pour le parti, ben, on ne vit plus pour le bien. On perd la notion du bien. Dès lors que la croissance du parti constitue un critère du bien, il s'ensuit inévitablement une pression collective du parti sur les pensées des hommes. C'est-à-dire que les gens, en fait, vont commencer à pratiquer la restriction mentale. Cette pression s'exerce en fait, elle s'étale publiquement, elle est avouée, proclamée. Cela nous ferait horreur si l'accoutumance ne nous avait pas tellement endurcis. Mais tout ça, ça marche pas que pour les partis politiques. Par exemple, vous voyez, moi j'ai une chaîne YouTube. Au début, vous comptez dire tout un tas de choses. Et puis vous vous rendez compte quand même que vous êtes influencé et influençable par la pensée des autres, parce que les autres disent. Et en fait, il y a un moment, vous ne voulez pas forcément décevoir votre public. Alors moi, ça va, parce que ça reste une petite chaîne, vous voyez. Mais nous sommes tous subis à cette pression du collectif, et même de quelque chose d'assez irrationnel. Les gens imaginent des choses, voient des choses qu'en fait qui n'existent pas, pensent à des choses qui n'existent pas. Et à la fin, les gens finissent par se dire comment je vais faire en sorte que ma chaîne ait plus d'abonnés, plus d'adhérents, plus de vues. Et vous êtes amené à faire des sacrifices, à sacrifier dans ce que vous pensez, à sacrifier dans vos méthodes, pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes, d'une certaine façon, si vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un arbitrage entre plusieurs poids communs pour, parce qu'on a en vue de trouver quelque chose de bien. Mais en soi, le but, c'est de dire quelque chose de vrai et de juste, et non pas que votre chaîne YouTube soit plus efficace. Voilà, c'est un exemple que je donne. C'est la même chose avec les partis politiques. Hein. Les gens s'accommodent de la vérité petit à petit. Hein. C'est petit à petit que ça se fait. Petit à petit. On ne pourrait pas passer de la vérité au mensonge d'un coup. Il y a des stades. Les partis sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice. C'est donc une corruption intellectuelle. Une corruption de l'intelligence, le parti. Et quand on parle de parti, ça veut dire qu'en fait vous séparez quelque chose d'une autre. C'est donc la division. Voilà ce que c'est que le parti. Hein, le diable, c'est celui qui divise, et Dieu, c'est celui qui unit. Donc les partis sont typiquement, on va dire, si vous voulez, révolutionnaires, en ce sens qu'elles divisent les gens. Qu'ils divisent les gens. La pression collective est exercée sur le grand public par la propagande, les médias. Le but avoué de la propagande est de persuader, et non pas de communiquer de la lumière. Le but des médias, ce n'est donc pas la vérité, mais une apparence de vérité et donc souvent des sophismes. Adolf Hitler a très bien vu que la propagande est toujours une tentative d'asservissement des esprits. Tous les partis font de la propagande, je fais de la propagande, vous faites de la propagande, et cela de façon assez perverse parce que vous y êtes habitué, parce que vous baignez dedans. Voilà. Celui qui ne ferait pas de propagande finirait par disparaître du fait que les autres en font. Tous avouent qu'ils font de la propagande. Aucun n'est audacieux dans le mensonge au point d'affirmer qu'il entreprend l'éducation du public, qu'il forme le jugement du peuple. Les partis parlent, il est vrai, d'éducation à l'égard de ceux qui sont venus à eux, sympathisants, jeunes, nouveaux adhérents. Ce mot est un mensonge, il s'agit d'un dressage pour préparer l'emprise bien plus rigoureuse exercée par le parti
sur la pensée de ses membres. Voilà, alors je vais arrêter la lecture de cette première partie ici et je reprends dans une deuxième partie. Bien à vous.